Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Au programme aujourd'hui, les assemblées générales de copropriété. Bon, dit comme ça peut paraître un petit peu ennuyeux. Mais Delphine Merle, la cofondatrice de Whitebird, nous explique pourquoi il ne vaudrait mieux pas en rater une cette année. Discussion à suivre dans un instant. Dans Enjeu patrimoine, focus succession. Comment anticiper la succession de votre patrimoine? Quel mécanisme faut-il avoir en tête? Pour répondre à ces questions, Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris, et Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et Compagnie France, seront sur notre plateau. Enfin, dans l'œil du CGP, on parlera là aussi de transmission. Clément Blériot, le fondateur de 1909 Gestion Privée, viendra nous expliquer comment faire si vous avez atteint le plafond de l'abattement de l'assurance vie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird. Bonjour. Bonjour. Alors Delphine Merle, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce que vous faites chez Whitebird? Alors chez Whitebird, on a 3 métiers. On est administrateur de biens, c'est-à-dire qu'on est à la fois syndic et gestionnaire locatif. On est également property manager, c'est-à-dire qu'on fait ça pour des institutionnels. Et on anime également un réseau de partenaires d'administrateurs de biens indépendants partout en France. Alors, vous allez nous parler un peu en détail de pourquoi il ne faudrait pas rater une assemblée générale cette année. Mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, quel est le rôle concret d'une assemblée générale de copropriété? Alors, une assemblée générale de copropriété, c'est vraiment la colonne vertébrale de la vie de la copropriété. C'est le moment où tout se décide, où tout se planifie. C'est le moment de voter le budget et de voter aussi ce qui est passé, c'est-à-dire de voter les comptes. Donc, c'est vraiment un moment très important qui peut être très sympathique quand c'est bien préparé. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, certains copropriétaires viennent un peu avec des pieds de plomb, alors qu'en réalité, c'est le moment qu'ils peuvent consacrer dans l'année à un de leurs investissements les plus significatifs, parce que quand on est propriétaire d'un appartement, c'est souvent, alors pas toujours, mais une partie significative de son patrimoine. Donc accorder quelques heures à la partie la plus significative de son patrimoine, c'est pas complètement inintéressant. Et quand c'est bien préparé, encore une fois, ça peut être un moment tout à fait constructif et convivial. Donc on va revenir sur vraiment la préparation, mais juste avant, qui participe à l'Assemblée générale? Est-ce qu'il y a tous les propriétaires? Comment ça se passe? Alors, en tout cas, tous les copropriétaires sont invités à participer. On les encourage à participer. Après, dans la réalité des faits, certains ne peuvent pas se déplacer, d'autres envoient des pourvoirs, certains votent par correspondance. Ça, c'est une facilité qu'on a depuis quelques années et qui est très appréciée. Et après, effectivement, il y en a qui ne viennent pas sans être représentés. C'est un petit peu dommage. Vous parliez tout à l'heure de la préparation. Quand c'est bien préparé, vous avez dit, ça peut être même un moment sympa. Donc, comment on fait pour bien préparer une AG de copro, Delphine? Il y a deux cas de figure. Il y a le cas d'une copropriété avec un syndic bénévole. Donc, c'est certains copropriétaires qui assurent la gestion de la copropriété. Donc, ça, c'est quand même une partie relativement faible du parc en France. Donc, après, souvent, les copropriétés sont gérées par un syndic. Donc, il y a un travail collaboratif entre le syndic et le conseil syndical, c'est-à-dire les copropriétaires qui s'investissent un peu plus que les autres dans la vie de la copropriété et qui représentent les autres copropriétaires pour tout un tas de décisions et puis qui gèrent la relation avec le syndic pour donner les grandes directions. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement le syndic et le conseil syndical, les différences et ce que c'est? Bien sûr. Donc, alors, le syndicat des copropriétaires, c'est l'entité qui rassemble tous les copropriétaires. Le syndic, c'est le prestataire, donc comme nous, comme Whitebird, nous sommes syndic qui va travailler pour le compte du syndicat des copropriétaires. Et donc, pour la gestion quotidienne, la partie comptable, les impayés, la gestion avec les fournisseurs, etc. Et le conseil syndical, ce sont des membres élus
par l'Assemblée générale des copropriétaires pour avoir un rôle particulier au sein de la copropriété. Et c'est un travail bénévole, donc on peut les remercier. Et souvent, les membres des conseils syndicaux sont très investis et c'est grâce à eux et à leur travail avec le syndic que la copropriété avance. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est plutôt pourquoi il ne faudrait pas rater une assemblée générale de copro cette année. Alors dites-nous pourquoi on ne doit pas rater cette année une seule assemblée générale de copropriété, Delphine. Alors cette année, c'est un processus qui est déjà lancé depuis quelques temps, mais avec la loi climat et résilience, il y a un certain nombre d'obligations, en tout cas de directives qu'on demande aux copropriétés de prendre, et notamment le fait de s'investir un petit peu plus dans une vision de ce qui reste à faire au sein de leur copropriété pour améliorer leur performance énergétique notamment, mais pas que, pour améliorer le bâti. Et donc ça prend la forme de ce qu'on appelle le projet de plan pluriannuel de travaux. Et pour un certain nombre de copropriétés en France, cela devient obligatoire. Donc c'est une année importante pour la vie de la copropriété puisqu'on va voter ce fameux plan pluriannuel de travaux qui va permettre en fait de donner de la visibilité à l'ensemble des copropriétaires pour savoir ce qu'ils vont devoir faire dans les 10 prochaines années. Les travaux à entreprendre, les efforts à faire, les petits travaux énergétiques, les gros travaux énergétiques, etc. etc. Donc, quelles sont les nouvelles obligations concrètes de cette loi climat et résilience pour les copros ? Alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs phases. Donc, il y a la première phase qui a trait justement à ce fameux 3PT, c'est pas très joli comme abréviation, mais donc c'est ce fameux projet de plan pluriannuel de travaux qui est déjà obligatoire pour les copropriétés de plus de 200 lots depuis l'année dernière, qui est obligatoire cette année pour toutes les copropriétés de plus d'une dizaine d'années entre 50 et 200 lots. Et l'année prochaine, ce sera pour le reste. Et donc ça, c'est une obligation qui incombe donc, au syndicat de copropriété et qui va permettre de donner de la visibilité à l'ensemble des copropriétaires sur les travaux à entreprendre. Ensuite, il y a le diagnostic de performance énergétique qui va devenir obligatoire également et qui peut être inclus dans le 3PT. Voilà. Mais donc, pardon, je vous coupe, mais pour les travaux, il faut les financer. Donc ça, c'est voté par le budget, c'est ça qui est voté à l'Assemblée générale de copropriété ? Alors, ce qui va être voté dans le cadre de cette loi climat et résilience pour le moment, c'est l'étude. Donc c'est des montants qui restent certes importants, mais qui restent quand même limités. Et ensuite, en fonction de ce que va donner ce plan pluriannuel de travaux, un plan d'action va être mis en place et avec une méthode de financement aussi, avec la possibilité de le financer sur plusieurs années et donc de décaler les travaux nécessaires, le temps de les financer. Est-ce que je pense, quand on est particulier, il y a des aides, par exemple, comme MaPrimeRénov', est-ce que ça fonctionne aussi pour les copropriétés ? Tout à fait. En fait, il y a déjà, rien qu'au niveau du diagnostic, donc au niveau de la première partie qui est une partie de l'étude, il y a une partie qui peut se faire financer, tout à fait. Donc ça va dépendre de ce qu'on appelle les ALEC, donc des associations locales pour le climat. Et en fonction de l'endroit où vous habitez, les aides peuvent varier. D'accord. En tout cas, il y a de l'aide à demander. Et après, une fois que le plan d'action est connu et validé, il y a également la possibilité d'aller se faire financer, de faire financer la copropriété, tout à fait. Et très rapidement, pour finir, quels sont les critères d'éligibilité pour justement être aidé par ces aides ? Eh bien, ça va dépendre de la nature des travaux et de leur impact énergétique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction de l'économie que vous allez pouvoir réaliser, un financement sera envisageable ou non. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est un critère évidemment qui semble assez logique puisque l'idée, c'est de soutenir les travaux qui vont avoir un impact sur la performance énergétique des bâtiments. En revanche, les finances ne viennent pas forcément pour l'embellissement, pour d'autres choses qui peuvent parfois être très, très utiles et très agréables. Mais évidemment, là, dans ce cadre-là, les aides visent plutôt les travaux qui vont avoir un impact significatif. Merci beaucoup Delphine Merle, vous êtes la cofondatrice de Whitebird. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui est aujourd'hui dédié à une grande question: comment optimiser et anticiper la transmission de son patrimoine. Et pour répondre à cette grande question, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes. Et Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie France. Bonjour Audrey Ferry.
Alors, pour commencer, Nathalie Couzigou-Suas, une question globale. Comment on fait pour préparer au mieux sa succession ? Alors, en fait, Pauline, c'est aussi dans le titre « Comment préparer et anticiper ». En fait, c'est vraiment... Plus vous aurez préparé en amont, eh bien mieux la succession se passera, déjà parce que vous pouvez faire des donations ou prévoir des investissements dans des assurances vie. Le support fiscal est d'autant plus intéressant que les versements sont faits avant les 70 ans. Et il y a aussi toute une série de donations, quand on a la possibilité de le faire, qui peuvent permettre justement de profiter des abattements fiscaux que vous donne la loi. Donc il y a tout un tas d'éventails. Donc il y a beaucoup de choses à votre disposition, mais avant tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ne pas payer trop d'impôts, c'est très bien, mais surtout, il faut voir où on veut aller. Et c'est lorsqu'on a défini la stratégie patrimoniale de la famille que là, eh bien, on va l'aménager de façon à ce que ce soit le plus fluide possible. Audrey Ferry, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse ? Oui, bien sûr, je partage complètement tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs, que ce soit juridiques, financiers ou fiscaux, pour justement établir une bonne stratégie, anticiper et mettre en place des solutions sur mesure. On peut avoir des gens qui ont des problématiques, par exemple, parce qu'il y a un enfant mineur ou bien un enfant handicapé. Là, on va se diriger vers des solutions juridiques telles que désigner un tuteur ou faire un mandat de protection future pour autrui. Ou bien on a un patrimoine aussi un peu complexe. Imaginons des biens ou des enfants aussi qui se situent à l'étranger. Comment organiser ça ? Comment anticiper ? On peut avoir aussi des proches qu'on veut aider, mais qui sont assez loin dans les liens de parenté. Donc, par exemple, des neveux, nièces. J'ai moi-même, par exemple, pas d'enfants. Comment puis-je transmettre mon patrimoine à ces héritiers-là ? Et donc, il y a différents dispositifs financiers comme l'assurance vie, et puis fiscaux avec des dispositifs Dutreil, des abattements qui se renouvellent dans le temps, etc. On va revenir sur ces dispositifs assurance vie et autres dans quelques instants. Mais juste avant, Nathalie Couzigou-Suas, vous disiez que le plus tôt, c'est le mieux. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à préparer sa succession, ou est-ce que c'est quand on commence à avoir un patrimoine, par exemple, quand on achète un bien immobilier, que là, on commence à se dire, OK, comment je vais m'organiser pour ma transmission ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que, chère Pauline, tous mes confrères, les notaires de France, sont toutes les semaines confrontés à ces situations récurrentes de parents, justement, qui ont économisé et qui veulent transmettre à leurs enfants. Donc, souvent, moi, les demandes me viennent de parents d'enfants mineurs. Donc, il faut quand même être vigilant, ne serait-ce que parce que si un jour, vous voulez revendre le bien et que l'enfant est encore mineur, eh bien, comme c'est un acte considéré comme important, il faudra l'accord du juge des tutelles. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est véritablement vers 55-60 ans, avant les 61 ans. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une date butoir pour les donations en nue propriété, qu'il est bon de s'interroger. Moi, je trouve qu'avant, sauf à avoir un très gros patrimoine et savoir où on va, ça me semble prématuré. Donc 55-60 ans, Audrey Ferry, vous diriez à peu près la même tranche d'âge pour commencer la préparation de sa transmission ? Oui, c'est vrai que la plupart de nos clients sont effectivement dans cette tranche d'âge. Après, on a quelques âges sur lesquels il faut être vigilant. Par exemple, avant 70 ans, pour la possibilité de verser en assurance vie, d'avoir une fiscalité particulière, notamment un abattement de 152 500 € par bénéficiaire qu'on va désigner si on a versé avant ses 70 ans. On a aussi un âge butoir qui est l'âge de 80 ans. C'est pour un abattement de 31 865 € quand on fait des dons de sommes d'argent, par exemple à ses enfants. Voilà, donc il faut être un peu vigilant, mais je dirais que c'est surtout une question vraiment propre à chacun. Et puis, on peut avoir des événements aussi qui vont nous marquer et on va se dire, effectivement, il faudrait peut-être que je pense à organiser la transmission de mon patrimoine, par exemple le décès d'un proche ou la naissance d'un petit enfant, ou la vente de sa société. Enfin, ce genre d'événements qui vont faire prendre conscience à la personne qu'effectivement, il y a peut-être des questions à regarder. Donc vous parliez d'abattement, donc je vous propose de parler des droits de succession. Est-ce qu'on pourrait rapidement redéfinir ce que c'est que les droits de succession ? Est-ce qu'on doit obligatoirement les régler, Audrey Ferry ? Alors, les droits de succession, en fait, quand on hérite, selon la composition du patrimoine et le lien de parenté avec la personne dont on hérite, on aura ou pas des droits de succession. Les conjoints, les partenaires de PACS sont totalement exonérés, peu importe ce qu'ils reçoivent, que ce soit de l'assurance vie ou alors des biens immobiliers, il n'a aucune fiscalité.
un enfant va être taxable au-delà de 100 000 euros, si on n'a pas déjà utilisé l'abattement au cours des 15 dernières années pour faire des donations. On y reviendra après. Et ils vont être taxés, les enfants, avec un barème progressif de 5 à 45% au-delà de un peu plus d'1,8 million. Donc voilà pour la fiscalité des droits de succession. Parce que du coup, quand on parle d'optimiser sa succession, ça veut aussi dire essayer de réduire un petit peu cette fiscalité. Par quel biais on peut essayer de la réduire, Nathalie Cousy-Boussuas? Alors, la meilleure façon de la réduire, ou tous ces mécanismes de pacte Dutreil, c'est essentiellement de faire des donations, c'est-à-dire une transmission anticipée. Souvent, ne nous leurrons pas, ces transmissions anticipées, elles sont faites avec réserve d'usufruit. C'est-à-dire que la personne qui va donner, souvent des biens immobiliers, ou des portefeuilles de valeurs mobilières, va se réserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit de rester dans les lieux ou de louer les biens et de percevoir les revenus, ce qui donne aussi une certaine sécurité. Mais ce faisant, en fait, la fiscalité n'est assise que sur ce que l'on donne, c'est-à-dire la nue propriété. Et l'usufruit, il s'évanouit, entre guillemets, au décès de la personne qui a donné, sans nouvelle fiscalité. Et quand vous aurez compris que l'usufruit, plus on avance en âge, plus la valeur diminue, vous comprenez que plus on est jeune, plus il est intéressant fiscalement de donner, parce que l'usufruit vaut beaucoup plus cher, et donc on est imposé lors de la transmission que sur la nue propriété. Je vous donne un exemple. Imaginez une mère de famille qui a un appartement de 200 000 euros. Si son fils le recueille à son décès, après un abattement de 100 000 euros, il va payer des droits de succession sur 100 000 euros, c'est-à-dire sommairement 20% de 100 000 euros. En revanche, si cette mère a par exemple 56 ans et qu'elle donne à son fils en s'en réservant l'usufruit, son usufruit est évalué à 50% de la valeur du bien, c'est-à-dire 200 divisé par 2, 100 000. Donc, en fait, on va être imposé uniquement que sur la contrepartie, la nue propriété qui vaut 100 000, aucun droit de donation à titre gratuit, puisque, effectivement, c'est inférieur à 100 000 euros. En revanche, il y aura des droits à payer lors du passage chez le notaire, pas spécialement uniquement pour le notaire, pour refaire le titre au nom du fils. Mais vous voyez, ça permet, en se réservant l'usufruit, d'alléger, d'éviter cette fiscalité au décès. Je vous propose de revenir sur les placements qu'on évoquait au tout début, et notamment dans les placements préférés des Français, on trouve l'assurance vie. Ce placement-là, il permet aussi d'organiser sa succession. Audrey Ferry, par quel biais? Comment ça se passe avec l'assurance vie? Alors là, on n'est plus du tout dans une transmission du vivant. Une donation, voilà. C'est je donne aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Là, l'assurance vie, c'est vraiment un mécanisme qui va jouer au moment du décès. Donc, on ne se dessaisit pas du tout de son patrimoine toute sa vie. Donc, c'est aussi une sécurité de se dire, parce que parfois, on a des gens aussi qui veulent presque trop donner. Je pense que Maître Couzigou, vous pourrez confirmer. Et c'est vrai qu'on doit aussi parfois un peu freiner en disant, attention, vous êtes aussi jeune, il faut conserver pour plus tard, avoir de quoi financer l'avenir. Donc, c'est vrai que l'assurance vie, elle est intéressante parce que c'est un mécanisme qui va jouer uniquement au moment du décès. Et surtout, l'avantage, c'est que par la clause bénéficiaire, on va pouvoir désigner des personnes qui ne sont pas forcément nos héritiers légaux. D'accord ? Et dans des proportions qu'on va choisir également. Donc, c'est là où c'est intéressant, puisque jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire désigné, imaginons mes enfants et mes petits-enfants par parts égales, je vais pouvoir transmettre et multiplier tous ces abattements. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que l'assurance vie, on l'ouvre avant de décéder? Du coup, est-ce qu'on peut changer la clause bénéficiaire à des moments de sa vie, si jamais... Tout à fait. Elle est modifiable à tout moment. Donc, ça aussi, c'est une grande souplesse. C'est pas comme une donation où en effet, on a figé les choses. Voilà, une donation, c'est irrévocable. On a donné les règles du jeu. On ne reviendra pas dessus. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus souple, Pauline, parce qu'il fut un temps où le bénéficiaire désigné pouvait accepter le bénéfice de la donation, de l'assurance vie, sans même que le souscripteur soit au courant. Donc, ça provoquait des drames, parce qu'en fait, une personne avait ouvert un contrat d'assurance vie, désignait une personne bénéficiaire. Eh bien, la personne bénéficiaire acceptait du vivant du souscripteur, et du coup, le capital était bloqué. Donc, il y a une réforme, Dieu merci. Effectivement, le bénéficiaire peut toujours accepter le bénéfice de l'assurance vie, mais il faut-il encore que celui qui a ouvert l'assurance, c'est-à-dire le souscripteur, donne son accord. Donc effectivement, c'est très souple et c'est un placement
au niveau de la transmission, extrêmement sécurisé. Mais le bénéficiaire, il est informé du vivant de la personne qu'il est bénéficiaire de cette assurance vie ? Non, pas forcément. Pas forcément. Fait, on a, je pense, un peu tous les cas de figure. La plupart du temps, c'est assez secret. Donc, le souscripteur ne va pas révéler sa clause bénéficiaire. Mais il arrive qu'il y ait des souscripteurs qui vont avoir une discussion notamment avec leurs enfants sur les notions d'égalité. J'ai plusieurs enfants qui n'ont pas forcément des enfants eux-mêmes. Est-ce que ça ne va pas faire trop de contrariété dans la fratrie si je donne une part des capitaux aux petits-enfants ? Donc, il peut y avoir une information de la clause bénéficiaire, mais ce n'est pas le cas général. Pour finir, le temps passe vite, très vite. Nathalie Cousy-Goussuas, la préparation, l'anticipation, l'optimisation, ça passe par la rédaction d'un testament. Oui, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi des donations. Donc anticiper, donation-partage, où tous les enfants sont réunis et où chacun a une part de la succession sous la médiation du parent donateur. Ça peut être aussi un testament, mais si vous voulez, soit désigner les personnes qui vont recevoir tel bien. Un testament n'est pas obligatoire. Une personne, par exemple, qui a 2 enfants et qui souhaite que ses enfants recueillent son patrimoine, elle n'a pas besoin de faire de testament. En fait, parce que son patrimoine reviendra de fait à ses enfants. Donc le testament, en fait, il sert à désigner des personnes, soit parce que effectivement, elles ne sont pas dans l'ordre légal prévu par le Code civil. Par exemple, vous avez des neveux, vous n'êtes pas... Tous les neveux n'ont pas l'obligation de recevoir quelque chose. Vous pouvez en choisir un. Donc pour cela, il faut faire un testament. Vous désignez. De même, vous pouvez souhaiter que parmi vos héritiers, il y ait des legs d'attribution ou que l'un des enfants ait tel bien et que tel autre ait tel autre bien. Voyez ? Mais sinon, un testament n'est pas indispensable dès lors que la succession, ce que prévoit le Code civil, c'est-à-dire un ordre d'héritiers donné, vous satisfait. Merci beaucoup Nathalie Cousy-Goussuas, vous êtes notaire à Paris, et merci Audrey Ferry, vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie France. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Clément Blériot, gérant chez 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément. Bonjour Pauline. Alors Clément Blériot, vous venez nous parler d'un sujet succession en lien avec le sujet juste avant. Absolument. Dans un objectif de transmission, comment utiliser les plafonds de donation pour commencer ? Ouais. Donc ça va être un peu redondant, mais au moins, voilà, on va pouvoir repréciser certaines choses. Donc on a des outils pour transmettre, ou en tout cas préparer la transmission. On a parlé effectivement des plafonds de donation et des abattements dans l'assurance vie. Les abattements dans l'assurance vie, donc pour des contrats ouverts après le 20 novembre 91 et les versements faits après le 13 octobre 98, c'est 152 500 € par bénéficiaire. Et après 70 ans, on a une fiscalité différente, c'est 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Donc on peut dire qu'on a de la marge, mais parfois aussi cette marge, elle peut être atteinte. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a atteint ces plafonds et qu'on veut quand même favoriser ses enfants ? Alors il y a plusieurs options possibles. La première, si on a de l'argent disponible. Le cash. Voilà, le cash. Il y a 2 options qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le contrat vie-génération. Pas très connu du grand public, il existe depuis 2014 et c'est un contrat d'assurance vie spécifique. Il a été créé pour justement orienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie sociale et solidaire, le capital risque, private equity, et les ETI, taille intermédiaire, les entreprises de taille intermédiaire. L'avantage, c'est qu'on a un abattement qui va arriver avant les 152 500 €. On va avoir 20% d'abattement en plus pour transmettre, ce qui n'est pas rien. Donc ça s'adresse au patrimoine déjà conséquent. La contrepartie, c'est qu'il va falloir donc flécher son épargne de 33% vers justement les supports éligibles au financement de l'économie sociale et solidaire ou le financement du capital risque, par exemple. À noter qu'il n'y a pas de capital garanti, il n'y a pas de fonds euros. D'accord. Voilà. Donc c'est risqué. C'est risqué, mais c'est pour transmettre, donc on peut se dire qu'on a le temps. Voilà, et le temps est le meilleur allié. Voilà, le temps est notre meilleur allié lorsqu'on investit justement sur les choses à risque. La deuxième option, Clément, c'est les titres. Alors la deuxième option, si on a du cash, on peut aussi envisager le contrat de capitalisation. C'est le cousin de l'assurance vie.
puisqu'il fonctionne de la même manière au niveau fiscal en cas de vie, donc du souscripteur. En revanche, en cas de décès, on est vraiment sur autre chose que l'assurance vie, puisque ça rentre dans l'actif successoral. C'est pour ça qu'il faut envisager donc une souscription avec un démembrement de propriété. En général, on en souscrit un par enfant, d'accord ? On se réserve l'usufruit, donc la possibilité de se dégager du revenu, et on transmet donc la nue propriété du contrat. On utilise pour ça les abattements de donation en ligne directe, donc 100 000 euros, ça c'est en pleine propriété, mais si on le fait en démembrement, selon l'âge du souscripteur, eh ben, on peut augmenter la fourchette. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a 50 ans, il peut transmettre 200 000 euros, par exemple. D'accord. Quelqu'un qui a 60 ans, il va pouvoir transmettre 167 000 euros au lieu des 100 000. Donc, c'est toujours ça de prix. Quand Okay. on a du cash, est-ce qu'il reste d'autres options ? Alors, il y a d'autres options, mais je pense qu'il faut mieux envisager les autres possibilités. Alors, les titres, c'est votre deuxième option. Oui, les titres. Alors, je ne parle pas du plan d'épargne en action, je parle vraiment du compte titre, qu'on appelle aussi compte titre ordinaire, CTO. Il arrive que les investisseurs, les parents, aient investi par exemple sur du L'Oréal, sur du LVMH depuis des années, ou même sur Air Liquide, qui est une valeur vraiment très appréciée des Français, et ils arrivent avec une plus-value très conséquente. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent sortir de leur contrat, ils sont imposés à 50%, ils ont 50% de plus-value, 50% d'investissement, ça peut être très lourd. Une possibilité, c'est de pouvoir transmettre tout ou partie de son compte titre à ses enfants. Et là, on donne en pleine propriété, c'est le mieux, et ça a effet de purger la plus-value latente. C'est-à-dire que les enfants, ils récupèrent des titres ou un compte titre et ils repartent de zéro. Donc, ils pourront le revendre le mois, l'année ou la dizaine d'années suivantes. Et en tout cas, ils auront récupéré des titres offerts généreusement par leurs parents. On devait parler aussi de l'immobilier. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder cette dernière option. Mais toutefois, merci beaucoup Clément Blériot. Vous êtes gérant chez 1909 Gestion Privée. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À bientôt.